Bonjour et bienvenue chez Stupide Action. Si vous aussi vous aimez vous griller les neurones devant des films d'action, vous êtes au bon endroit. Et tout de suite devant vos yeux ébahis, pour terminer l'année en beauté, une petite photo. Ça y est, vous êtes bien déprimés là, c'est bon? Ah là là, je divague, enfin je dis M. Au départ, j'avais pensé classer les incarnations du boss de 007 au cours de la saga, et puis j'ai reculé devant le risque d'une Gladiator 2, à savoir un autoplagiat en moins bien. Mais on va quand même causer M, mythique personnage de la saga et rôle très sous-estimé. Après avoir ragé pendant environ 19 minutes sur sa fine, équilibrons un peu la force avec du positif. Le bureau de la direction, c'est par là. M est un personnage présent dans les romans de Fleming depuis le tout premier livre, Casino Royale, publié en 1953. C'est le chef du MI6, l'équivalent anglais de la DGSE, et une figure incontournable qui présente ses missions à Bond et qui incarne sa hiérarchie. La théorie la plus probable concernant la source d'inspiration de Fleming, c'est l'amiral John Godfrey, qui l'avait supervisé pendant la guerre et avait la réputation d'avoir, plutôt mauvais caractère. C'est toujours assez agréable d'avoir un élément qui relie la saga à ses origines et au vrai espionnage, et aussi au passage de Fleming dans l'armée d'ailleurs. Oui, parce qu'en bon militaire, M n'apprécie pas beaucoup les excentricités de James Bond, donc niveau chaleur humaine, dans les livres on est plus proche de ton maître de stage un vendredi à 18h que d'un père de substitution. Et pourtant, ce rôle secondaire bougon a grandement contribué à la création d'un univers 007, en nous montrant des visages reconnaissables qui entourent l'agent et reviennent de livre en livre. C'est pas pour rien si John Wick a établi le Continental très tôt, ça crée un sentiment de proximité avec l'audience. Et dans le cas de James Bond, M personnifie à lui tout seul le MI6. Les fans le savent, le tout premier M à l'écran, c'est monsieur Bernard Lee, présent de 1962 à 1979. Autant vous rafraîchir la mémoire tout de suite, il est aussi bougon et froid que dans les livres. Il faut une bonne couverture pour aller voir Bernard Lee. C'est rigolo. On est clairement face à une transposition de la figure autoritaire, alors n'attendez pas trop d'arc narratif ou de personnalité complexe. M est simple mais efficace. Il fait le job, il fait filer droit Bond, il fait plaisir aux fans qu'il retrouve d'un film à l'autre, parfois dans des lieux vraiment improbables. Seulement, suite à la malencontreuse mort de Bernard Lee en 81, M a pris des congés, pendant rien que pour vos yeux. 2 ans plus tard, dans Octopussy, c'est donc Robert Brown qui a repris la flamme, et ce jusqu'en 89. Et il est pas mal. Pardon Robert, son M est un peu terne, mais c'est probablement l'occasion qui n'a pas fait le marron. Son interprétation nous offre une autre figure d'autorité stable dans des films de Roger Moore qui partent parfois en cacahuète, et je respecte ça. Mais malheureusement, si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer M dans James Bond, je pense, sans trop prendre de risques, que la plupart verra soit Bernard Lee, soit Judi Dench, et pas notre pauvre Robert Brown. Il a eu du mal à créer sa patte en marchant dans les pas d'une des seules constantes dans une franchise avec de plus en plus de personnages. Et d'ailleurs, si M version Brown fut l'un des premiers rôles à changer de visage avant Moneypenny et Q, les deux autres ont souffert du même traitement. R, ou Moneypenny version Caroline Bliss ou Samantha Bond, ils n'ont tout simplement pas eu le temps ou l'opportunité de marquer les esprits autant que leurs prédécesseurs. Cela dit, j'aime bien la scène énervée de M dans Permis de tuer, où il envoie James au pôle emploi sans passer par la case stand de tir, alors qu'il était d'habitude plus calme. Elle correspond parfaitement au ton plus sombre du métrage et montre que Bond va tellement loin que là, même sa hiérarchie en a assez. Oui, parce que ce soit du côté Bernard Lee ou Robert Brown, l'incarnation des premiers M, c'est d'abord celle d'un amiral qui a fait la guerre. Mais la droiture du personnage n'est pas aussi inutile qu'elle peut en avoir l'air. Les premiers M&M's, les deux premiers M donc contrebalancent la folie d'un James Bond en incarnant l'institution qui l'encourage et l'entrave tout à la fois. Et le chef a donc déjà un rapport assez paradoxal avec son agent. Rajoutez à ça un sérieux plutôt drôle qui offre une antithèse parfaite du charme de Moneypenny, et vous obtenez le parfait second rôle, une silhouette reconnaissable qui ne vole pas la vedette au héros, mais l'accompagne de façon consistante. Seulement bon, après 1989, il était temps de changer. Ouais, James commençait doucement mais sûrement à se rapprocher de la porte avec ses excès constants. On avait un peu fait le tour du jeu de la corde, avec Bond qui tire d'un côté et le MI6 qui tire de l'autre. 007 n'allait pas non plus démissionner dans tous les films, on n'est pas dans Mission Impossible. Ça va, moi aussi j'ai hâte pour le 8. D'ailleurs, comme de toute façon on n'est pas près de revoir M à l'écran, on peut de nouveau se repasser l'introduction légendaire de Judi Dench. Oui, je suis partial pour cause de GoldenEye, mais j'ai failli faire une vidéo rien qu'à son sujet. La première rencontre entre M version Dench et Bond est parfaite, puisqu'elle donne le ton de la suite de la saga, ou plutôt de ce qu'elle aurait dû devenir.
D'ailleurs, peu le savent, mais l'incarnation de Judi Dench est basée sur Stella Remington, une femme de l'ombre qui a vraiment dirigé le MI5 jusqu'en 96. Dès sa première scène dans GoldenEye, M pointe du doigt les penchants misogynes et rétrogrades de Bond, montrant le décalage de plus en plus grand entre lui et le monde post-guerre froide, où la frontière entre les gentils et les méchants n'est plus si claire et où son rôle de super espion ascendant macho n'est plus le bienvenu. Résultat, James est perdu, il se prend des vents et se réfugie même dans les toilettes. Non, sérieusement, ce dialogue est une pépite que je vous encourage à aller réécouter, comme ça vous verrez d'ailleurs à quel point M pointe du doigt tous les défauts et les insécurités de Bond qui seront plus tard appuyés par ce gros bâtard d'Alec, rendant cette rencontre dans le bureau de la RH d'autant plus violente pour James et plus amusante pour nous. Son rapport avec sa nouvelle boss illustre aussi plus largement ses troubles affectifs de façon assez subtile, et son obstination quasi pathologique à ne pas suivre les ordres. Nope. Quant à M, son arc à elle, parce que oui, cette version en a un, son arc donc consiste à s'émanciper de la figure d'autorité incarnée par ses prédécesseurs en s'humanisant. En clair, ils ne peuvent pas se saquer et ils sont donc faits l'un pour l'autre. La relation entre Bond version Brosnan, The Initials BB, et Judi Dench est l'une des plus centrales des 4 films, et l'une des plus satisfaisantes. L'espion de Brosnan est l'un des premiers à se concentrer autant sur la dimension humaine du personnage. Alors oui, Lazenby et Dalton avaient déjà essayé, mais ça n'a pas duré. Brosnan, lui, il s'attache à un personnage féminin dans à peu près chaque film de façon plus ou moins convaincante, mais en toile de fond, c'est sa relation avec M qui grandit. On passe d'un agacement mutuel à de la coopération dans Demain ne meurt jamais, et puis bien sûr, après arrive Le monde ne suffit pas, au cours duquel on assiste à une vendetta personnelle d'Electra King à l'égard de M, qui force Bond à la sauver... Bah non, parce qu'il n'arrive pas à sauver le père d'Electra, le vieux poteau de M, et qu'à la fin elle se libère toute seule. Ah bon bah, autant pour lui. Ouais, autant l'idée d'un méchant qui s'en prend à M, et donc d'un Bond à son service, est bonne, autant là elle est tombée du ciel. Je sais que Le monde ne suffit pas est assez populaire parmi la fanbase, mais j'ai toujours eu un peu de mal avec, et jusqu'à il y a peu, je savais pas trop pourquoi. À part la présence de Denise Richards en Marie Curie qui m'a pas trop aidé. Eh bien, écrire la vidéo m'a permis de réaliser que le film est inutilement complexe. On nous rajoute trop de sous-intrigues. Bond amoureux d'Electra, Electra qui manipule Renard avec le syndrome de Lima, j'ai appris de mes erreurs, et Electra qui en veut à son père et à M, et on dirait le début d'une sitcom. Résultat, l'occasion d'affiner les rapports Bond M est manquée. Quant à l'antagonisme entre M et Electra, il a aussi peu d'enjeux puisqu'on se doute bien de qui va s'en sortir. On est à l'ère Brosnan, je vous rappelle. Même si les capacités de Judi Dench à se libérer en piégeant un réveil ont dû rendre jaloux Kevin McAllister. C'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir une vraie évolution de la relation entre les deux, avec un Bond distrait par Electra et qui s'en veut d'avoir laissé M tomber entre ses griffes, le forçant à réaliser qu'elle est devenue presque une mère pour lui. Mais cette sous-intrigue n'est pas développée, et quand 3 ans plus tard, un film essaiera encore d'épaissir la relation James Bond-M, ben il est réalisé par Lee Tamahori, donc le résultat me laisse de glace. Bon, et ça va, c'est mon premier jeu de mots pourri. Non, parce qu'en 2002, on a commencé le 21e siècle en fanfare, avec un long métrage considéré par beaucoup comme l'un des pires de la saga. Entre effets spéciaux à faire geler votre rétine, clin d'œil encore plus lourd que mes jeux de mots et caméo de Madonna qui m'a donné envie de mourir sans attendre, le résultat n'est pas brillant. J'en ai déjà un peu causé dans mes précédentes vidéos, mais à part une jeune Rosamund Pike, il n'y a pas grand chose à sauver. Ah si, le film aborde aussi, dans son premier tiers, la relation entre Bond et M. Et c'est pas trop mal, surtout quand on voit le niveau d'écriture globale. Au tout début du métrage, Bond est capturé et passe 14 mois aux mains des Nord-Coréens, en plus de scoltiner la chanson d'intro. Quand il est enfin libéré suite à un échange de prisonniers, M n'hésite pas à lui dire qu'elle se serait bien passée de son retour. Pauvre Bond, il se tue pour la boîte et on le lâche à la première bourde, le stagiaire du MI6. On revient donc à une situation à couteau tiré, surtout quand M lui rappelle que le monde a encore bien changé et qu'il y a moins de place pour lui. Mais on sent déjà qu'elle est tiraillée entre son affection pour l'espion et son rôle de chef. Un hommage assez intéressant à la première incarnation du personnage, le tout porté par le talent de Judi Dench, qui sait rendre M complexe en quelques répliques, contrairement à d'autres. Écrit par quelqu'un de compétent, cette sous-intrigue avait du potentiel, mais là, meurt un autre jour quoi. Du coup, M réintègre Bond plus vite que Graves ne sombre dans le ridicule, et il était temps qu'en 2006, les choses changent encore. Sur le papier, la M de Judi Dench est parfaite pour James Bond version Craig, qui passe 5 films à explorer ses relations familiales.
Leurs personnages étaient faits pour évoluer ensemble, mais comme Casino Royale est un prequel, eh bien, les scénaristes n'allaient pas galérer à recréer une scène de présentation entre les deux, surtout sachant à quel point celle de GoldenEye est iconique. Ils ont donc évacué l'idée, et ici pas de cul, et seulement quelques apparitions basiques de M. On n'est pas là pour niaiser. RAS donc avant Quantum of Solace. Alors, Quantum est un vaste sujet qu'il faudra que j'ai le courage de traiter un jour. Mais, disons qu'au milieu des scènes d'action épileptiques, des plans aléatoires et des perruques encore plus aléatoires, eh ben on a une M en pleine crise de la cinquantaine. Pour une raison que je ne m'explique pas, M passe son temps à voyager dans les films de Daniel Craig. C'était déjà un peu surprenant dans Casino Royale, mais là sérieux, elle peut pas s'empêcher de suivre Bond de Haïti à la Russie. Me faites pas croire que c'était nécessaire. La compta vérifiait ses notes de frais, elle se fout de vous. Alors oui, je pinaille, mais rien ne justifie sa présence sur le terrain. Ça n'a aucune logique pour la chef du MI6 de se barrer du bureau un jour sur deux. Emploi fictif! Et arriva ce qui devait arriver. 4 ans plus tard dans Skyfall, M est convoqué au Parlement pour s'expliquer sur ses absences. Bon ok, c'est pas vraiment pour ça, mais avouez que la transition était sympa. Skyfall est sans surprise le film qui se concentre le plus sur la relation entre 007 et M, puisque c'est le seul qui place cette intrigue au premier plan, donc aucune excuse. Et le résultat est très convaincant, encore et toujours grâce au talent de Judi Dench, qui, lorsqu'elle est interrogée par des députés pendant une session bien tendue, commence pour la première fois à questionner le sens de son propre boulot, et non plus seulement son attachement à James. De façon générale, je considère, comme j'en ai déjà parlé en vidéo, que Skyfall pose des questions extrêmement pertinentes sur l'avenir de l'espionnage, auxquelles Spectre et No Time to Die ne répondent pas, mais ça c'est un autre sujet. Et ça fait du bien de voir M en personne se poser ces questions lors du retour de Raoul Silva. Silva s'avère en fait être un ancien espion du MI6, lâché par sa hiérarchie et par sa mère spirituelle. Alors quand il revient, elle annule tout. Bah oui, elle se remet en question, elle était prête à sacrifier Silva, mais pas Bond, et donc elle paraît de plus en plus mal à l'aise durant tout le film, construit littéralement depuis la toute première scène, sur la tension entre les attachements que peuvent ressentir les espions et la nécessité de faire passer la mission avant tout. Personne n'incarne mieux ces doutes que le personnage de Judi Dench, au cœur du récit en tant que chef qui doit justifier de ses méthodes et même de son existence dans une de mes scènes préférées en termes de tension dramatique de ces 20 dernières années de la saga. Cette scène fonctionne aussi parce que les arguments de M sont très pertinents. Certes, le monde a changé et de nouvelles menaces demandent de s'adapter et de questionner nos allégeances. Mais tant qu'il y aura des Raoul Silva qui maîtrisent les chemises disco, ou des Blofeld qui maîtrisent les longs monologues chiants, on aura besoin de 00, MI6, parce que le Bond bouge. En parallèle, cette scène ajoute aussi du crédit aux interrogations de 007 sur son importance, qui sont partagées par sa chef, dont on comprend du coup mieux la tolérance à son égard. C'est qui le fiston à sa maman ? Et puis, il y a la fin. On n'est pas sur l'allégorie de la parentalité la plus subtile au monde, avec James qui accompagne M dans la maison familiale. Mais personne ne sort de cette confrontation indemne, sauf le Aston Martin. C'est la fin de la route pour M, qui meurt tué par un de ses fils spirituels pendant que l'autre échoue à la protéger. Mort tragique et assez prévisible, mais aussi bien utilisée avec un impact tangible. Elle n'est pas butée gratuitement au bout de 20 minutes pour artificiellement créer des enjeux au film. Non, M meurt rattrapée par ses erreurs, lorsque son métier et son passé reviennent littéralement la hanter. J'avoue avoir versé une petite larme pendant ce dernier acte, mais aussi avoir un peu rigolé quand elle admet qu'elle n'a jamais su viser correctement. Tu parles d'une chef en carton. Alors oui, la thématique filiale est peu discrète, mais ça fonctionne beaucoup mieux que tout ce que tentera l'air Craig ensuite au point de vue juge aux affaires familiales. Ou confession intime. Sérieusement, une vidéo ? M est morte, alors vive M. Depuis 2015, le siège vacant a été repris par Mallory. Effectivement, on dirait un prénom de girl band des années 2000. Mais ne vous méprenez pas, c'est bien Ralph Fiennes qui incarne le perso, présent dans 3 films. Et là vous vous en doutez peut-être, mais on retombe dans les problèmes Robert Brown. Même si le dernier M en date a un rôle assez constant, il pâlit en comparaison de celui de Dench. Et il n'est pas aidé par la qualité d'écriture des métrages qui a pas mal chuté. On a pourtant une backstory assez intéressante pour Mallory, torturée par Lyra. Et Spectre essaye même de lui créer un antagoniste, Max Denby, alias C, comme crétin. Un mec pas suspect du tout, qui explique que la technologie est la meilleure alliée de l'espionnage, et qui n'est évidemment pas du tout une taupe du Spectre. Hein. Sérieusement, même Henry Cavill dans Mission Impossible 6 était moins grillé, ça veut dire quelque chose. Donc malgré des efforts louables, on ne tirera pas grand chose de Mallory, surtout que l'arc Bond et son chef ne peuvent pas se sentir, puis deviennent proches à force de s'envoyer des pics, on l'a déjà vu, et il y a pas si longtemps.
Et quoi d'autre? Eh ben, j'ai un peu l'impression de finir toutes mes vidéos sur 007 avec la même conclusion. Wait and see. Oui, parce que l'aventure n'est clairement pas finie, et qu'il est à peu près certain que M en fera partie, d'une façon ou d'une autre. À la fois personnage, élément et icône de la saga, M est passé d'une figure d'autorité inflexible à une figure parentale pour un James à la dérive avant de revenir à la case départ. Et il est temps d'évoluer. Rien n'est officiel puisque rien n'a été confirmé au sujet du prochain film, mais il est plus que probable que Ralph Fiennes ne reprenne pas son rôle. Surtout vu la fin de No Time to Die et les rumeurs de reboot. Ça laisse le champ libre pour le ou la prochaine lettre. Peut-être pourra-t-elle sortir du carcan embrouille ou papouille, et qui sait, emmener le personnage dans une direction différente. J'ai vraiment hâte de voir la suite pour M. Et d'ailleurs, la prochaine fois que vous re-regarderez un film de James Bond, vous saurez qui a inspiré son chef. Si la vidéo vous a plu ou que vous avez rendez-vous au MI6, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, envoyez-moi vos idées. Ah, et abonnez-vous, sinon je râle par intercom. A bientôt pour une prochaine vidéo, et jusque là, bon grillage de neurones.